Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal désiré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'a jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans votre émission, on peut le dire, extrêmement locale. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, tout simplement parce que notre invité est un fervent défenseur, bien évidemment, de notre culture guyanaise, entre autres. Et puis en plus, côté local, aujourd'hui, on s'est dit, on ne va pas se travestir, on ne va pas vous mentir, on ne va pas se maquiller. Hein. En gros, notre maquilleuse est absente. Nous l'embrassons, on espère qu'elle va bien. Et donc, du coup, ben voilà, venez tel que vous êtes, comme diraient nos amis de McDonald's. Bon, donc vous êtes là, sous le plus simple apparat, très chers amis, bouton, barbe de 8 jours. Bon, vous allez voir, malgré tout, Vanessa a réussi à se faire quelque chose. On va le vérifier tout de suite. Voici Vanessa Gitens, pas co-animatrice. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jean. Comment se fait-il, expliquez-moi, que je ne sois pas maquillée, que vous soyez... Parce que j'ai une trousse de maquillage. Je suis une fille, n'est-ce pas? Forcément. Il faut faire pareil, notre cher collègue a une trousse de maquillage. De qui parlez-vous? De Gilles Vernet. Ah oui, Gilles Vernet. Oui, non, mais Gilles Vernet est une gravure de mode. Forcément, même quand il va chez le Chinois, il se maquille. Faut le savoir. Bon, nous accueillons un homme qui est effectivement simple. Avec lui, justement, pas de chichi. Et oui, c'est un homme de combat, c'est un homme engagé pour sa Guyane. Et il va nous le redire, bien évidemment. Merci d'accueillir Monsieur Maurice Pindar. Allez le chercher. Bonsoir. Cher Maurice Pindar, voilà votre micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Asseyez-vous. Bonsoir à vous et bienvenue dans le ATG Tonight Show. Je vous propose quelque chose à boire. Si vous avez quelque chose à boire. Oui, pas grand-chose, mais... Jeffrey, remets-nous des glaçons. Voilà, toujours un petit peu d'eau. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Donne un beau verre local. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Vanessa. Tenez, Merci Jean. bien fraîche comme vous l'aimez. Bon, cher Maurice Pindar, je le disais, alors une émission spéciale un petit peu, pas de maquillage aujourd'hui. Vous avez une très belle peau, ça ne se voit pas, mais parfois, les aléas du direct font que, voilà, on doit démarrer cette émission, mais on va le faire dans le plus simple apparat, je le disais tout à l'heure. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, surtout que vous n'arrivez pas de tout près. Non, je viens de Saint-Laurent. Vous êtes de Saint-Laurent maintenant, depuis une dizaine d'années? Une dizaine d'années, oui. Bon, on y reviendra. Vous êtes né en mai 1956 d'une grande fratrie. Il y a beaucoup de frères et sœurs, notamment du côté de votre père. Vous êtes quoi? 10, 13, 15? 13, on était 13, mais il y en a qui sont décédés. Bien sûr, donc 13 enfants. Vos parents ne travaillent pas dans l'éducation nationale comme vous, on y reviendra. Ils étaient employés au Trésor. Mhm. Ouais, votre père et votre mère? Oui, mon père d'abord, et puis ensuite ma mère. Ils se sont connus là-bas, comme ça? C'est possible, c'est possible. Ouais. Vous n'êtes pas posé la question? Je ne sais pas exactement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas exactement. On ne nous a pas tout dit. Oui. Alors, vous grandissez à Cayenne. Vous êtes né à Cayenne. Oui, je suis né à Cayenne, oui. Vous grandissez à Cayenne. Vous faites vos petites classes, si j'ose dire, sur Cayenne. Cayenne. Ouais. Jusqu'au quoi? Jusqu'au lycée? Jusqu'au lycée. Et à l'époque, le lycée, c'était où se passe le collège d'Onon. Ouais. On faisait de la 6e à la terminale. La 6e à la terminale. J'ai tout fait là. Ouais, c'est quoi? Collège-lycée, quoi. Oui, oui. Bon. Quels souvenirs vous en gardez de cette période de l'enfance, de l'adolescence? Oh, de bons souvenirs. On avait une bande de copains. On est restés amis jusqu'à présent. On se forgeait des projets. C'était quoi les projets du jeune Maurice Pindar À l'époque, c'était la Guyane. Aller faire les études et revenir en Guyane. Trouver une femme guyanaise. Fonder une famille en Guyane. Ouais. C'était Les Guyane. idées politiques étaient déjà présentes à ce moment-là? Pas vraiment. C'était plus... Bon, à dire que quand je suis parti faire mes études, à 18 ans, j'étais un peu autonomiste.
Et puis, pour le... Un peu, comment on va dire ça? Black is beautiful. Black is beautiful. Voilà. À 18 ans, je quittais ma province. Alors pourtant, vous n'êtes pas, en tout cas, on s'attache aussi au physique. Nous, c'est l'être humain qui est comme ça. Vous n'êtes pas très foncé. Les autonomistes, les indépendantistes, voilà, sont un petit peu plus... vous êtes un peu comme on appelle un chabin. Oui. Je vois pas le problème. Oui, j'ai toujours été fermé, oui. Oui, mais vos détracteurs pourraient dire, oui, mais attendez, c'est même pas un nec-nec, c'est même pas un... Vous l'avez entendu ça déjà, non? Très peu, et puis je pense que ça n'a rien à voir. Et puis, oui, on l'a dans son cœur ou pas avant tout. Oui, c'est pas seulement dans le cœur, on l'a dans les gènes, on l'a dans le sang. Hein. Ouais. Parce que ma famille est de Guyane, je peux remonter jusqu'à 1800. Vous êtes attaché justement à cette généalogie, vous savez que vous êtes descendant de Guyanais, d'hommes du terroir de la Guyane? Ben, je sais d'où je viens. Et je sais qu'au plus loin aussi d'où nous venons, donc ce sont des choses importantes aussi. Et puis j'ai beaucoup travaillé à connaître ce que nous sommes, quelle est notre culture, notre civilisation. Donc j'ai un peu les pieds assez solidement ancrés sur cette important. terre. Ouais. Alors justement, on va revenir sur l'homme, on va gratter un petit peu. Maurice Pindar, qu'est-ce qu'il écoute, notre ami Maurice Pindar, que vous connaissez dans des débats, que vous connaissez en tant que tribun? Et oui, il prend la parole, Maurice Pindar. Qu'est-ce qu'il écoute? Alors, comme tout a priori que nous pouvons avoir, ma chère Vanessa, un indépendantiste écoute peut-être ce genre de choses. Pays en nous, il y en a bonne profitation, qui est à Guadeloupe, Guadeloupe là nous a soleil là n'a chauffé, souvenir à manger nous. Ah, ouais, c'est sympa ça, petite ambiance. Vous les connaissez, les Guadeloupéens qui ont été à l'initiative de ce mouvement Lionnage contre profitation? Oui, bien sûr, puisque j'ai été militant de l'UTG pendant un moment. Ouais. J'ai été représentant aussi de l'UTG à l'UAG, l'ancienne UAG. Dès 1981, vous étiez au bureau de l'UTG? Dès 1981, oui, donc assez jeune. Donc je connais aussi les camarades des Antilles, de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie. Je connais beaucoup de monde, bon, effectivement. Vous écoutez des chants révolutionnaires ou pas? Moi, c'est pas tellement mon truc, je connais. Mais moi, j'écoute un peu de tout. Moi, j'ai pas vraiment une musique bien déterminée. Ouais, vous auriez fait une musique un petit peu comme ça, Lionnage contre profitation Guyane, petite musique propre, parce que bon, les Guadeloupéens sont très fiers de ce morceau. À quand un morceau Guyane, où on puisse nous aussi... Est-ce que vous connaissez un morceau qui s'appelle Hymne à la communauté de destin? Oui, je connais ce morceau. Voilà. J'ai participé à l'écriture de ce morceau? Voilà, à la composition. Alors, vous écoutez également quand même dans votre discothèque, si j'ose dire, quand vous avez le temps d'écouter de la musique, parce que vous êtes aussi régulièrement sur les routes, vous écoutez ceci. Le groupe Senouka. Oui. Pourquoi vous écoutez Senouka? Parce qu'il représente cette Guyane multiculturelle? Un peu, puis parce que je connais notamment celui qui vit du côté d'Aguala. Je le connais assez bien. Puis ils sont de Saint-Laurent. Voilà. Et puis bon, ils sont dans la tradition. En même temps, ils vont vers la modernité. Ce sont des jeunes, donc c'est intéressant d'écouter leur production. Bon. Donc je les écoute aussi. Oui, aussi. Voilà. Parce que Maurice Pindar écoute également forcément le regretté. Seulement goûter, sans répéter, s'il en fallait, quand péter, pour que ça se comprenne, si langue est malédiction, le chantre de la poésie guyanaise, celui qui nous fait voyager à travers ses chansons et qui nous a fait voyager pendant longtemps, Monsieur Tonton Jo. Oui. Le regretter? Oui. J'écoute beaucoup de sa musique et je connais certaines paroles aussi des chansons. Enfin, c'est important de savoir. Alors, le jeune Maurice Pindar grandit, donc on l'a dit, sur Cayenne, fait ses études, en tout cas ses premières études, et puis à un moment donné, forcément, on part.
Forcément, parce qu'à l'époque, on ne pouvait faire que ça. Ouais. Il n'y a pas d'université. Mais même aux Antilles, ça balbutiait. Balbutiait, qu'est-ce que ça existait? Je ne sais même pas si ça existait déjà. Ouais. Donc c'était la France, puisque les étudiants de Martinique aussi, de Guadeloupe, la Partez France. là-bas. Vous vous destiniez à quelles études en Eh particulier? bien, moi, je voulais être au départ ingénieur agronome. J'ai fait des études d'agronomie tropicale et je suis revenu comme conseiller agricole en Guyane. Alors justement, vous partez au Havre et à Paris, vous y restez à peu près pendant 5 ans, on vous l'a dit, agronomie tropicale. À l'époque, vous prévoyez, vous le disiez à l'instant, de revenir. Ça manquait. Vous aviez analysé justement qu'il y avait cette agronomie à développer dans le territoire et qu'il fallait que le Guyanais que vous êtes reparte avec des diplômes et revienne dans son pays. Exact. Et je peux signaler que Jean Michotte était un cousin, c'est un cousin très proche, Ouais. cousin germain, et qu'il était à l'époque directeur de l'Orstom. Et à l'époque, il n'était pas encore directeur de l'Orstom, mais il me conseillait et d'un commun accord, je lui avais dit qu'est-ce qu'il pense. Il m'a dit c'est bon, vas-y. Vous partez à Paris, vous partez au Havre. Comment ça se passe là-bas pour vous? Eh ben, c'était un peu difficile parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. J'ai fait une année à Paris, au lycée La Canale, en préparation. Bon, ça n'a pas marché. Ouais. Pourquoi? Ça n'a pas marché. D'une part, c'est le niveau, il faut avouer. Hein. Ouais. Moi, je n'étais pas. Ma plus mauvaise année scolaire a été ma terminale. Ah ouais. Et ouais. Bizarrement, c'est là où j'étais le plus mauvais, en terminale. Ouais. Comment vous l'expliquez ça? Je pense que j'ai fait des mauvais choix. J'ai toujours fait du sport. Et puis, j'ai voulu arrêter pour me consacrer à la terminale. Je pense que ça m'a déséquilibré. Ouais, il vous fallait continuer ce principe d'esprit sain, corps sain. Voilà. Le sport vous équilibrait. Alors, j'ai beaucoup étudié, mais en fait, je m'endormais. Ouais, il vous manquait quelque chose, quoi. Voilà. Je n'étais pas efficace, je n'arrivais pas à comprendre. Je pense que j'ai fait un mauvais choix à un moment donné. Ce pays, la France, que vous connaissiez, mais que vous connaissiez finalement assez peu, en tout cas, vous n'y aviez pas vécu, comment vous y êtes senti? Le Guyanais qui part dans cette grande métropole, comment il se sent? Eh bien, il faisait froid. Ouais. C'était surtout ça. Il faisait froid. Je me mettais près du radiateur, du chauffage. Ouais. On avait froid quand même. Bon, aussi, on est un peu isolé parce qu'on est seul de Guyane. Et puis... Vous n'étiez pas dans cette communauté afro-caribéenne, vous n'avez pas rejoint des Guadeloupéens. On a tendance à se rapprocher, nous. Oui, moi j'ai rejoint l'Union des étudiants guyanais. D'accord. J'ai été un des responsables de l'Union des étudiants guyanais Ouais. dès septembre 1975. Vous voyez, mais quand même, on ne se sent pas chez soi, on se sent différent. Vous parlez du froid, la chaleur humaine, elle était présente. Est-ce que vous avez été bien accueilli? Est-ce que vous étiez considéré comme un Français d'outre-mer, un Français des DOM, ou pas du tout? Déjà, il y avait un climat particulier qui vous a peut-être aussi poussé à un moment donné à vous dire que vous étiez un Français un peu bizarre, un peu à part entière. Mais je n'ai pas ressenti une hostilité, mais D'accord. j'ai tout de suite senti, on vous fait remarquer, et vous sentez que vous êtes différent, Ouais. que vous n'êtes pas de votre pays. Ça a contribué à votre combat ou pas? Non, ce n'est pas ce qui m'a motivé. Moi, ce qui me motivait davantage, c'était... En fait, j'ai eu de la chance d'avoir toujours à mes côtés des amis, et notamment des amis africains et antillo-guyanais, qui ont contribué à ma prise de conscience. Et donc, j'étais légèrement autonomiste, je vous ai dit, quand je suis parti. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris. Et puis, j'étais aussi Black is Beautiful. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas une question de race. C'est une question d'idéologie, de conception, c'est une question d'humanité. Et puis, donc, j'ai progressé. Pour vous, c'était une évidence de revenir en Guyane? Ah oui, à l'époque. Vous n'avez pas travaillé là-bas? Non. À l'époque, je me souviens dans le quartier, avec mes amis d'enfance, pour nous, c'était évident. Se marier avec une Guyanaise et revenir en Guyane. Il fallait perpétrer un petit peu, continuer. D'ailleurs, on a tous fait comme ça. Hein. Ouais. Alors, Maurice Pindar, vous parlez d'autonomie pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ont une idée un peu erronée de ce qu'est l'autonomie, l'autodétermination, l'indépendantisme. Comment on peut faire la différence entre l'indépendantisme et l'autonomie ou l'autodétermination? Je ne sais pas si on peut parler d'indépendantisme. Hein. Il y a beaucoup de caricatures et puis d'étiquettes qui sont mises. Bien sûr. Bon, moi, si je parle de mon évolution, je voyais dans les années, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, je voyais de toute façon qu'il fallait qu'on soit responsable dans notre pays. Mais je ne voyais pas la constitution d'un État guyanais, je ne voyais pas encore. Et puis, je pensais que c'était une question de noir et de blanc. Oui, c'était très lié. Et puis, au fur et à mesure, après avoir mûri, je me suis rendu compte que ce n'est pas une histoire de blanc et de noir. Hein. Et d'autre part, quand un peuple existe, sa vocation naturelle est de s'administrer lui-même jusqu'à la constitution d'un pays.
Et c'est comme ça qu'on prend conscience qu'en fait, il faut dépasser les différentes étapes qui sont parfois nécessaires dans l'évolution pour arriver à une souveraineté entière. Ça fait penser aux enfants qui sont élevés par leurs parents, ils passent par différents stades, ils ont de l'argent de poche au fur et à mesure. À un moment donné, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent parce qu'il faut qu'ils fondent leur foyer. Mais alors Boris Pindar, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un Guyanais, vous êtes un descendant d'Africains, vous êtes un Français, vous êtes le mélange de tout ça. Comment vous allez pouvoir vous définir à nos téléspectateurs? Mais moi, je suis Guyanais et descendant d'Africains. Ouais. C'est tout. La France se place où dans tout ça? Et pour moi, j'habite un pays administré par la France. D'accord. Voilà. Et donc, Ça a le mérite d'être clair. Oui, je suis dans un pays administré par la France. Ouais. Et j'ai un passeport européen parce qu'il faut que je voyage. Bien sûr. Et j'ai un permis français. En 1990, Rod Causé. Parlez-nous de Rod Causé. Alors, Rod Causé, c'est la première expérience politique publique que nous avons tenté avec plusieurs amis, plusieurs camarades. Citons-les d'ailleurs. Ah, je ne peux pas citer tous ceux qui étaient là à l'époque. Citons quelques-noms mais qu'on je peux connaît. au moins citer Jean-Victor Castor, Fabien Canavi. Voilà. Voilà, ce sont les principaux. Je peux citer les vendeurs aussi historiques qu'on voit, Alex Mamoudé, etc., qu'on connaît devant la banque. C'est important de donner des noms. De voir les journaux, et puis Serge Romney, etc. Enfin, bon, donc c'est un journal, Rod Causé. Voilà, c'était un journal. Marc Montieu. Marc Montieu qu'on a reçu sur ce plateau. Et donc, je dois en oublier d'ailleurs quelques-uns. On vendait le journal et c'était la première expérience. On voulait tenter une nouvelle... exprimer notre position, notre conception de comment nous voyons le pays, le combat à mener, avant de créer un mouvement politique. Qu'en pensaient vos parents de votre idéologie? Eh bien... Oui, d'autant qu'ils travaillaient pour l'État français. Eh bien, si elle parle de mes parents. Donc, mon père est mort, j'avais été très jeune. Hein. Ouais. J'avais 12 ans quand mon père est mort. Ça a contribué d'ailleurs à ma prise de responsabilité très tôt. Je pense que dès l'âge de 12 ans, j'étais différent. Un petit homme de famille déjà. Ouais, voilà. Ouais. Et je me souviens quand je suis revenu, on était parti en congé avec ma maman et mon père est mort en France. Et quand je suis revenu, mon parrain m'a dit « Maintenant, c'est toi l'homme de la maison ». Et j'en avais que 12 ans. Et ça a contribué à ma prise de responsabilité. Vous n'étiez pas l'aîné? Je n'étais pas formellement l'aîné, mais des amis, des enfants de ma maman, j'étais l'aîné. D'accord. Oui, parce que votre père avait 13 enfants de son côté, votre maman 6? Oui, c'est-à-dire que mon père a fait plusieurs lits. Oui. Ces femmes, malheureusement, la première femme qu'il avait mariée, la première femme mariée est décédée. Il s'est marié avec ma mère. Voilà. Donc, parmi les enfants de ma mère, j'étais l'aîné. Et donc, très tôt, j'ai eu cet esprit de responsabilité, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que vos parents... Oui, alors, votre maman, elle donc c'est ma maman qui est... En plus, les mamans ont souvent peur. Voilà, donc c'est ma maman qui est c'est avec elle que j'ai grandi. Oui. Et c'était ma principale opposante. C'est vrai? Ah oui. Ouais. Ah, vous nous apprenez quelque chose, Maurice Pindar. Ma mère était contre mon engagement syndical, contre mon engagement politique. Ça veut dire que les autres enfants, alors, ne se sont pas engagés dans cette voie que vous? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est un peu drôle parce que vous avez une mère qui est contre, mais il y a les événements, il y a la vie, etc. Et puis bon, finalement, on est presque tous engagés parmi mes frères et sœurs, plus ou moins. On a tous pris position, en tout cas pour la Guyane, à différents niveaux. Oui, aujourd'hui, on associe le nom des Pindar. Vous êtes vraiment engagés dans la politique de votre pays. Vous êtes finalement les défenseurs, je le disais tout à l'heure en préambule d'émission, les défenseurs de ce patrimoine guyanais. Non, on n'est pas les seuls, il y a un tas d'autres personnes. Non, j'ai pas dit que vous étiez les seuls, mais votre nom, quand on dit Pindar, on associe forcément à ce combat-là. Vous en êtes conscient aujourd'hui, que ce soit vous aujourd'hui, mais vos fils également, on va en parler, qui prennent aussi votre chemin. Oui, pour rester dans la fratrie, donc dans le combat culturel par exemple, j'ai une grande sœur qui est très impliquée dans le combat syndical, j'ai un autre qui est impliqué, j'ai un frère aussi. Donc en fait, contrairement à ce que ma mère voulait, on s'est tous impliqués dans la défense du pays, vous voyez. Mais moi principalement, je me souviens d'une année. Pourquoi elle est opposante? Parce que ma mère était très religieuse. Elle est vivante toujours, ma maman. Hein. Elle est très religieuse. Je pense qu'ils ont toujours voté à droite. Je pense que mon père votait à droite aussi. C'est vrai? Je crois. Mais il est mort très tôt. Hein, mais ma maman, elle ne votait pas contre pour nous, en tout cas. Mais je la soupçonne
aux dernières élections, il y a 5-6 ans, je la soupçonne d'avoir voté pour nous. Mais elle ne va jamais l'avouer. Bref, enfin, donc elle était contre. Hein. Donc ça veut dire, Maurice Pindar, qu'encore aujourd'hui, elle vous taquine un petit peu sur ce... Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Ouais. On a fait, c'est pas qu'on a fait la paix, mais je faisais la part des choses. Voilà. Mais on était en opposition. Je me souviens d'une fois, je vendais le journal Roth Causé au marché. Et puis, donc, on entend le journal. Et je tends le journal et je tombe sur ma mère. Ah. Roth Causé. Vous savez ce qu'elle a fait? Non. Elle a préparé une baffe. Elle allait vous frapper? Ouais, elle allait me frapper, me donner une baffe. Et moi, j'attendais stoïquement qu'elle me frappe. Et quand elle a vu que c'était vous? Non, elle a vu que c'était moi. Ah oui, en plus. Elle a vu que c'était moi et elle allait me donner une gifle pour me montrer qu'elle n'est pas d'accord. D'accord. Elle ne l'a pas fait. Moi, j'attendais. J'aurais pris ma calotte. Ah bah oui, forcément. Alors, il y a une question qu'on va vous poser. C'est pas moi qui vais vous la poser, c'est Vanessa. C'est la fameuse question de Vanessa. Ça peut être une question particulière, comme je le dis souvent. Vanessa a le sens des questions délicates. Voici la question de Vanessa. Alors, ma chère Vanessa, nous vous écoutons. Oui, donc vous faites partie de mouvements indépendantistes, autonomistes. Est-ce que vous ne pensez pas un peu que la population guyanaise a peur de ces mouvements et que c'est pour ça qu'elle n'y adhère pas? Je ne sais pas si c'est une question de peur. Moi, je pense qu'il y a une propagande qui est faite, et notamment par les administrations de l'État et par les médias. Et puis, on colle des étiquettes et on fait peur. Bon, je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les gens ne savent pas exactement ce que vous dites et ce que vous voulez faire. Alors, bon, vous faites des journaux, vous faites des meetings, etc. Mais il y a tout un travail d'éducation pour expliquer ce que vous voulez faire. Donc, il y a une certaine incompréhension qui fait que les gens n'adhèrent pas tout de suite. Mais quand vous prenez le temps et moi, ça m'est arrivé dans tout le pays, quand vous prenez le temps de vous asseoir avec quelqu'un et de lui expliquer ce que vous voulez pour votre pays, mais la personne est d'accord avec vous. La personne est d'accord qu'effectivement, la situation dans laquelle on est n'est pas bonne. Qu'effectivement, on a un pays riche et qu'il faut qu'il bénéficie aux gens du pays. Qu'est-ce que vous faites alors pour changer les choses? Pourquoi ça ne marche toujours pas? Non, le problème, c'est qu'on est dans un jeu politique. On est dans un jeu politicien où pour que vous ayez la parole, eh bien, il faut que vous soyez élu. Vous voyez? Et les mécanismes de l'élection, ce n'est pas des mécanismes simples. Mm-hmm. Quand certains partis ont une machine électorale, même si vous avez raison, vous ne serez pas élu. Quand certaines forces politiques ont de l'argent ou des réseaux, vous, même si vous avez raison, vous ne serez pas élu. Alors les choses changent à Maurice Pindar, que ce soit en national ou en international. Des événements comme l'élection de Barack Obama dans un pays qui était quand même assez intolérant et assez raciste, si j'ose dire. On va pas revisiter l'histoire des États-Unis, mais on la connaît. Est-ce que ça vous donne bon espoir ? Moi, de toutes les façons, le cheminement que j'ai fait, moi, fait que j'analyse les choses et de la façon dont elles évoluent, je suis pratiquement sûr que ce pays, un jour, sera indépendant. Je suis pratiquement sûr que la prise de conscience au fur et à mesure de notre peuple va se faire. Vous serez peut-être plus là. Peut-être que je ne serai pas là. Et que les gens du pays vont réclamer leur souveraineté, leur droit qu'ils ont de gérer. Je suis quasiment sûr. En parlant de ça, si on dit que vous serez peut-être plus là, est-ce que ça ne doit pas venir des jeunes? Mais les jeunes se désintéressent de la politique. Alors, pour finir sur Obama, donc pour moi, c'est effectivement un exemple, effectivement, même si de toutes les façons, il est obligé de faire la politique des États-Unis et donc de continuer la politique de grande puissance. Mais il y a quelques petits changements. En ce qui concerne les jeunes, je pense qu'un pays, c'est toutes les générations. Et les gens de mon âge ont leur travail à faire, et notamment auprès des jeunes. Travail de transmission, d'explication, etc. Donc, c'est toutes les générations qui vont faire le changement. Alors, Maurice Pindar, aujourd'hui, malgré tout, vous travaillez dans ce système, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans l'éducation nationale. Je suis enseignant. Vous êtes enseignant depuis une dizaine d'années sur Saint-Laurent, principalement, à Berthène-Juminaire. Vous enseignez les maths, les sciences, voilà. Et le créole. Et depuis peu, le créole. Oui. Depuis 5 ans, c'est assez. Ça aussi, ça fait partie aussi de vos combats, je présume. Vous en êtes fier? Oui, je suis fier, oui, mais c'est un concours de circonstances. Ils ouvraient une classe avec une troisième langue. Le proviseur adjoint m'a dit, bon, on va mettre portugais et créole.
Je lui ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Il me dit, mais c'est toi qui vas faire le créole. J'ai dit, banco. Et j'ai eu de la chance encore. J'ai toujours eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui connaissent à mes côtés. Ouais. J'ai eu la chance de connaître Arsène Bouillet d'Angoma. Et j'ai travaillé avec lui. J'allais une fois par semaine chez lui. Et c'est lui qui m'a montré une technique pour enseigner le créole, notamment à des gens dont ce n'est pas la première langue. Il y a un engouement pour... Il y a un fort engouement. J'ai découvert ça. On a commencé donc avec une classe, mais figurez-vous que maintenant, j'ai 100 élèves. Mais on a quoi? On a que des Guyanais, je dirais, pure souche, ou on a aussi des gens, par exemple, des métropolitains qui sont là en mutation, des choses comme ça, qui se disent, tiens, pourquoi pas apprendre la langue de Ben, Guyane? Il n'y a pas de distinction quand vous êtes dans une classe. Là, j'ai 2 secondes de 22 élèves. J'ai une première de 30 élèves. Je suis obligé de faire 2 groupes. J'ai une terminale de 22 élèves. Et j'ai des élèves, je dois avoir près de 30 élèves sur 2 niveaux en lycée professionnel. Ah, mais... Donc, j'ai beaucoup d'élèves certaines. Il n'y a pas de... Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous avez des métropolitains ou pas? Alors, il y en a un cette année. Ah, voilà. Il y en a un, mais c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux à l'école non plus. D'accord. Quand vous avez 1000 élèves, vous avez 10 ou 15 métropolitains. Ouais. C'est ça le problème. D'accord. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup. Mais malgré Et puis, malgré ce petit delta, vous en avez quand même. Alors j'en ai Moi, un cette année. Ouais. Non, j'en ai 2. Il y en a un qu'on considère qu'il est tellement acclimaté, celui-ci, qu'on ne Oui. comprend pas qu'il est métropolitain. Ouais. Il est blanc, c'est tout, mais sinon, il est Guyanais, terminé. Et il y a un jeune, c'est très intéressant, qui est arrivé donc, cette année, et je lui ai demandé pourquoi tu veux faire le créole. Il m'a dit, ouais, c'est une langue, pourquoi pas. Mhm. Et là, il m'a dit, Mouché Penda en créole, il y a 3 semaines. Mouché Penda, l'année prochaine, mon café créole, mon calo, bac mon créole, moi. Waouh. Ah, j'étais très content. Alors, je vous disais, vous êtes obligé à un moment donné aussi d'adhérer au système parce que l'éducation nationale, qu'on le veuille ou non, c'est l'État. C'est cet État que vous combattez aussi quelque part à travers votre mouvement qui est le MDES, mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale de la Guyane. Est-ce que ça vous a valu tout au long de votre vie et encore aujourd'hui, des difficultés administratives? On sait que quand on est dans ce genre de mouvement, on peut être surveillé aussi par l'État. Ça fait partie aussi du jeu. Ça a été difficile pour vous? Vous avez vécu des moments compliqués? Ben, disons qu'au niveau du M2S, comme tu disais, vous disiez que ça fait partie du jeu. Bon, pour nous, on dit que ça fait partie de... C'est normal, quoi. On est des opposants et c'est normal que la puissance qui est en face de vous vous surveille, vous fiche et vous frappe. Ouais. Donc c'est à vous de faire vos affaires bien, mais de toutes les façons, la case garde à vue, la case... Vous en avez déjà fait? J'ai fait des gardes à vue, mais je n'ai pas fait de prison. Mais pour moi, c'est... Ça fait partie du combat. Voilà, ça fait partie du combat, ce sont des choses à accepter. Ouais. Vous seriez prêt à mourir pour votre cause? Je ne veux pas parler ici, si vous voulez, au niveau de la télévision, comme ça, dans une émission, d'un sujet aussi grave. Ce que je peux dire, c'est que, après avoir mûrement réfléchi et pesé les choses, j'ai eu à entamer un combat en 2003. C'était une grève de la faim. C'est ça? C'est ça, qui a duré 13 jours. Et qui peut mener à la mort. On ne parle pas forcément d'aller mettre des bombes ou des choses comme ça. On n'en est pas là. On dit simplement que ce genre de combat, jusqu'au boutiste, peut à un moment donné aussi... C'était pas jusqu'au boutiste. J'avais dit que c'était symbolique. Donc, de toute façon, j'avais prévu d'arrêter. D'accord. Ça a duré 13 jours. Donc, ça avait des implications sur ma santé. Bien sûr. Mais je savais que je ne serais pas mort quand même en 13 jours, mort pas en 13 jours. Pourquoi cette grève de la faim à l'époque, Maurice Pindar? Eh bien, si vous vous souvenez, il y avait donc des fameuses négociations qui avaient commencé avec l'État français. On avait une grande délégation guyanaise qui représentait pratiquement toutes les tendances et élus, etc. Il y avait même les Léon Bertrand, l'UMP. Et donc, il y avait une consultation populaire qui devait avoir lieu en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et finalement, parce qu'au niveau du Conseil général, l'équipe en place, notamment la droite, l'équipe de droite, avait réussi à faire basculer la majorité d'une voix, le Conseil général a voté contre. Et lorsque les élus sont allés en France, le ministre a dit, écoutez, le Conseil général a voté contre, le Conseil régional a voté pour, le Congrès des élus avait voté pour, mais ils nous ont dit, bon, 2 sur 3, ça ne suffit pas. Bien sûr. Et donc, alors que normalement, ils auraient pu se contenter du Congrès qui réunissait les 2 assemblées. Et pour la Guadeloupe, il y avait une des assemblées qui ne s'était pas prononcée. Bref, pour la Guyane, ils n'ont pas fait la consultation. Et pour porter un appui à la délégation qui allait discuter avec le ministre, moi, j'ai pensé qu'il fallait mettre
ce combat-là dans la balance. C'est pour ça que j'ai fait ce mouvement. Regardez votre écran, Maurice Pindar, vous aussi, chers téléspectateurs. Voici la séquence morphing de l'émission. Il s'agit de mélanger des visages pour n'en faire qu'un seul. On va voir, mon cher Maurice, si vous repérez, si vous identifiez un des visages que l'on a morphé. C'est le morphing utile, donc on débriefe juste après là-dessus. D'abord, le générique. Alors, morphing utile, regardez bien. C'est moi, non? Éventuellement. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, si vous repérez plusieurs visages, donc vous dites qu'à vous peut-être, Oui, mais si on confond, c'est moi. et puis, Et puis, je vois pas. vous voyez pas le reste? Non. Bon. La langue au chat, attention. Voici la révélation en image. Morphing utile. Grossissez, grossissez. Eh oui, vous en bas. Et le Tchela. Et le Che là-haut, Ernesto Che Guevara. Ça fait partie des figures, des oppositions. On parle de révolution cubaine. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans ce combat qu'est le vôtre, on se dit qu'une révolution doit se faire, une révolution serait envisageable, serait envisagée, serait possible? Oui, ce qu'on appelle révolution, c'est pas forcément sanglant. Oui. C'est pas forcément, bon, c'est très souvent violent, mais pas forcément sanglant. C'est pas forcément par les armes non plus. Ça peut être par des manifestations de rue, voyez. Comme en Guadeloupe, Ou comme en Guyane, en novembre 96. Bien sûr. Oui. Donc, moi, je pense que c'est quasiment inévitable. Et je pense qu'en Guyane, il y aura encore d'autres moments où il y aura des confrontations, des révolutions, des révoltes, ou même au stade de révolution, mais pas forcément sanglantes, mais populaires, où les gens, la volonté du peuple guyanais va se heurter à la volonté de l'État français, et forcément, ça va se traduire par des affrontements. Par rapport à votre combat, comment réagissent vos amis, familles, ou même vos élèves? Est-ce que certains vous en parlent? Au niveau de ma famille même, donc À part vos frères et sœurs. ma femme, mes enfants comprennent. Bah, ils comprennent plutôt bien, puisque Ils soutiennent. Voilà, vos fils sont un peu, on a dit qu'on parlait de vos fils, vous avez 4 enfants, et vos fils reprennent également un petit peu le flambeau, ils sont dans ces combats-là, vous leur avez transmis cet amour aussi du pays, du patrimoine et du combat. Oui, mais plus par l'exemple. Par l'exemple, et puis aussi par les positions de fond, c'est-à-dire le combat pour la liberté, pour la justice, pour la paix. C'est ça, ce sont tous ces éléments-là de construction de l'identité de la personne. Et après, elle fait ses choix. Vous auriez eu de la peine quand même qu'ils ne vous suivent pas, honnêtement. Non, je pense pas que non, j'ai admis très tôt, parce qu'en fait, dans beaucoup de cas de militants, les enfants ne suivent pas. Pour différentes raisons. Par exemple, quand vous êtes militant, vous êtes à droite, à gauche, vous n'êtes pas souvent à la maison. Ouais. Et la mère de famille fait des reproches. Et les enfants ressentent le manque des parents. Donc là, vous êtes en train de dire merci à votre femme, quelque part, c'est ça? Oui, il faut que je dise merci. De toute façon, je lui dis merci 50 fois. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, par réaction, ne suivent pas la voix des parents. Vous voyez, donc moi, je m'étais préparé à ça. Je me suis dit que s'ils ne suivent pas, bon, voilà. Mais je leur ai donné des éléments pour leur permettre de décider. Et de toutes les façons, on est face à une réalité. On est face à une réalité et on bute sur cette réalité-là. Et mes enfants, comme tous les enfants, voient. Et donc, certains d'entre eux s'engagent. Alors, oui, Vanessa? Vous comprenez que les Guyanais ne suivent pas? Vous vous battez pour une bonne cause. Vous comprenez que les Guyanais n'y adhèrent pas du tout? Moi, je ne peux pas dire que les Guyanais n'y adhèrent pas. Hein. Si vous me dites que, en se basant sur les élections, quoi, vous me dites, voilà, vous avez fait 10%, vous avez fait 17%, vous avez fait 20%. À un moment donné, ce sont les chiffres qui parlent. Ça, donc à ce moment-là, je ne peux pas vous dire non, qu'il n'y en ait pas plus. Non, je vous ai expliqué dès le départ qu'on est dans une situation qui fait que c'est très, très difficile. Quand on a un article 73 et un article 74, où en gros, on pousse et on permet aux Guyanais, aux Guadeloupéens, aux Antillais, de décider un petit peu de l'orientation politique que va prendre leur département, et que finalement, les Guyanais, ça a été le cas, ont choisi de continuer à être pilotés, si j'ose dire, par l'État français. Quel ressenti vous avez à ce moment-là? Eh bien, déjà, il faut remarquer que c'est moins de 10% des gens qui ont voté. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser les choses, et que la majeure partie des gens n'ont pas voté l'article 73.
Oui, c'est 10% des gens seulement. Normalement, ce référendum-là aurait dû être annulé. Parce qu'on peut, dans certains pays, lorsque vous n'avez pas un certain taux de participation, le référendum n'est pas valable. Okay. Deuxième chose, il y avait deux questions. C'était un référendum piégé. Les élus de Guyane ont demandé une question sur l'article 74, une nouvelle collectivité, et tout le monde était d'accord. Quand ils vont en France, ils discutent avec le président de la France, Sarkozy, ils reviennent, ils nous disent, il y a deux questions. Parce que Sarkozy a dit, moi dans 15 jours, je pose ma question à moi sur l'article 73. Et entre-temps, il nous fabrique un porteur de projet, ouais. M. Rodolphe Alexandre, et qui dit, effectivement, c'est ça qu'il faut. Je remarque que vous avez dit le président de la France, hein. C'est pas votre président? Moi, je ne me suis jamais... Je me souviens quand j'étais étudiant, une fois, j'étais venu en vacances, j'étais à la préfecture, je parlais avec Mme Aurélier, et j'étais venu pour un papier, et puis je dis, les Français, elle me dit, mais vous n'êtes pas Français, vous? Je dis, non, je ne suis pas Français, moi, je suis Guyanais. Donc moi, je ne me suis jamais considéré comme Français, moi. Mais j'habite un pays administré par la France. Est-ce que vous en voulez à des gens, à des Guyanais, qui parlent aussi d'histoire de la Guyane, qui sont, on peut le dire, des défenseurs à leur façon de la Guyane, comme Rodolphe Alexandre? Est-ce qu'à un moment donné, vous leur en avez voulu de jouer un peu le jeu de l'État français? Ça a été certaines critiques pour l'article 73. Vous parliez de Rodolphe Alexandre à l'instant. Est-ce que vous avez pu, vous aussi, considérer que c'était une forme de trahison? Ou est-ce que vous avez aussi compris qu'il fallait peut-être à un moment donné jouer le jeu de l'État pour avoir des avantages Non, moi je pense que nous avons des hommes politiques qui trahissent leur pays. Moi je pense sincèrement. C'est-à-dire que la prise de position qu'ils prennent, même s'ils sont convaincus, même s'ils sont sincères, même s'ils sont de bonne foi, la prise de position qu'ils prennent, à ce moment-là, objectivement, c'est une prise de position de trahison. Le Conseil général de la Guyane, en 2003, a trahi la Guyane. Normalement, la consultation aurait dû avoir lieu en premier en Guyane, parce que c'est en Guyane qu'il y a toutes les manifestations, toutes les négociations. La négociation a eu lieu, la consultation a eu lieu en Martinique, en Guadeloupe. Elle n'a pas eu lieu en Guyane. Pourquoi? Parce qu'à une voix près, le Conseil général de la Guyane a été retourné par des politiciens. En faisant ça, ils ont trahi la Guyane. Moi, je dis, je l'assume. Vous voyez? Je ne leur en veux pas parce qu'on ne veut pas quelqu'un, mais je dis le fait. Pour l'article 73, c'est la même chose. On peut pas, la France ne peut pas vous dire, voilà un article pour défendre les intérêts propres de la Guyane. Article 74. Allez-y, faites le vote dessus. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous propose autre chose. Alors, et on ne peut pas, à ce moment-là, dire aux gens, on n'est pas prêt, nous pas comparer. C'est pas possible. Donc, je considère que là aussi, c'est une position de trahison du pays. Maurice Pindar, on a posé la même question aussi à Marc Mantu. Il y a deux questions qui arrivent, dont la dernière que l'on pose bien évidemment aux hommes politiques et aux hommes engagés dans ce combat politique pour la Guyane. Première question, avant cette question ultime. Le MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale de la Guyane, qui peut y adhérer et pourquoi on y adhère? En fait, quand tu as posé excuse-moi, je te tutoie. Pas de problème. Quand tu as posé la question, j'ai pensé à autre chose qu'il faut que je dise pour que les choses soient claires. J'ai été pendant 20 ans secrétaire général du MDES. C'est ça? Jusqu'en 2012. Oui. Bon. Et j'ai voulu ne plus être secrétaire général du MDES. Donc, les responsables du MDES sont mieux habilités que moi, les secrétaires généraux, pour parler du mouvement. Oui, mais on est bien d'accord. Mais je préfère le dire. Oui, mais on est bien d'accord que l'ADN de ce parti, il y a du Pindar dedans. Et vous le savez. D'accord. C'est pour ça que je vais répondre. Mais bon, ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Je préfère préciser ça. Vous avez raison, précisez-le. Et puis, je voulais dire aussi autre chose. C'est que, personnellement, j'ai commencé aussi une réflexion. Ouais. J'ai commencé essentiellement sur Internet, en créant un blog qui s'appelle Idéal Guyane. Et j'essaie d'aller, je dirais pas plus loin, mais d'ouvrir un peu plus l'horizon. Ce blog serait un parti politique par la suite? Non, pas du tout. Mais ça ouvre la réflexion et on essaye de poser les problèmes, je dirais pas différemment, mais peut-être sur un autre plan, creuser sur la base philosophique même, pour qu'on comprenne bien ce que nous sommes
nous, en tant qu'êtres humains, en tant que Guyanais sur cette planète, et quel est notre devenir, est-ce que nous devons subir ou est-ce que nous devons être acteurs? Ça vous désolidarise pas du MDES? Non, encore pas une du fois, tout. Vous êtes Pas du toujours tout. aujourd'hui aussi Pas du proche tout. quand même de ce Pas parti. du tout, je suis membre de la et direction, vous je suis restez responsable de la formation, Ouais. donc je peux répondre. Pour adhérer au MDES, c'est simple, il suffit de le vouloir. Ouais. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Mais qu'est-ce qu'on veut quand on rentre au MDES? Quelle idée on a? Ah ça, vous savez, il y a de tout. Il y a de tout. Hein. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, une demoiselle, une Amérindienne, je ne vais pas dire où, je l'ai rencontrée, quelque part. Ouais. Et puis, elle m'a dit, Monsieur Pindar, je me suis trompé. J'étais à l'UMP, je me suis trompé de voie, je voudrais entrer au MDES. Je ne lui ai pas dit pourquoi, je ne lui ai pas demandé pourquoi. Ah oui, vous n'hésitez pas à indiquer les partis conquis. Non, mais c'est elle qui m'a dit. Hein. Non, mais vous auriez pu dire un parti. Mais vous Ah, ouais, mais effectivement. Non, mais Moi, j'aurais pu ne pas dire le dire. Je me suis trompé de voie et je voudrais entrer au MDES. Donc, je lui ai dit, OK, pas de problème. Je l'ai mise en contact avec la secrétaire de la section de sa localité. Et puis, voilà. On ne coupera pas au montage, hein, vous savez, donc UMP a été cité. Alors, dernière question. C'est pas. Bon, en même temps, si c'est vrai. Maurice Pindar, dernière question, et on va bientôt se quitter. Conseil général, conseil régional sont en train de fusionner. Qu'est-ce que ça augure pour vous au niveau politique? Comment vous considérez les choses? Est-ce que vous avez votre idée sur la question? Est-ce que vous pensez que ça va être, comme beaucoup le disent, assez compliqué, cette nouvelle collectivité qui arrive? Moi, je pense qu'elle aura... Au niveau des compétences, ce seront les mêmes compétences. Donc, ça ne va pas changer sur les problèmes fondamentaux du pays qui se posent, c'est-à-dire notre capacité, nous, à disposer de notre territoire, notre capacité à le développer comme on veut, à l'ouvrir, etc. Ça sera les mêmes blocages, les mêmes problèmes. OK. Ce qui va changer, à mon avis, c'est que les Guyanais vont plus identifier la responsabilité. Et la responsabilité que nous avons en tant que Guyanais à mener le pays ou bien à faire des fautes. Donc les gens seront critiqués, on va mieux comprendre le problème de responsabilité. Et puis aussi, il y a autre chose, peut-être plus psychologique. On va prendre l'habitude, on va commencer à admettre, la population guyanaise va commencer à admettre qu'on n'est pas obligé de rester département toute la vie et que le statut politique de la Guyane peut changer. Là, ça sera une collectivité territoriale. Et peut-être que dans 5 ans ou dans 8 ans, ça sera autre chose. Ah, donc vous pensez à la suite et vous pensez que ça peut être un tremplin, bien sûr, pour cette autonomie que vous appelez de vos voeux depuis des années. Alors pas forcément un tremplin, mais la Corse a passé 12 statuts différents. La Corse. Vous pensez que ça peut arriver en Guyane? Ça peut, mais, automatiquement, oui. En Nouvelle-Calédonie, ils sont passés 4 statuts, donc oui, bien sûr. Et ça sera intéressant. C'est-à-dire que les gens vont se dire, mais tiens, effectivement, on est dans une nouvelle collectivité, bon, on n'est pas plus mal. Bon, il y a toujours les mêmes problèmes, bon, on peut être mieux. Donc, quand quelqu'un va dire, écoutez, cette collectivité bloque sur ça, bloque sur ça, demandons un autre référendum pour autre chose, etc., les gens vont dire, ben, pourquoi pas. Voilà, donc il y a ce déclic-là, je pense, qui sera intéressant dans la tête des gens. On va se dire au revoir dans quelques petites minutes avec notre invité. Merci en tout cas de nous suivre toujours avec autant d'assiduité dans le ATG Tonight Show. À tout de suite. Ainsi s'achève notre émission. L'homme politique, l'indépendantiste Monsieur Maurice Pindar était notre invité. Cher Maurice, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle votre blog, Idéal Guyane. Voilà, où là on va plus loin que ce tampon des indépendantistes. Moi je pense qu'on vraiment... il faut qu'on arrive à dépasser cette catégorisation-là. Il faut arrêter de jouer sur les vieilles peurs, hein, c'est ce que vous dites aussi. Surtout que la majorité des pays du globe sont indépendants, d'une part. Et d'autre part, être indépendant, c'est être aussi dépendant des autres pays qui sont alentour de vous. Quelle est votre actualité, Maurice Pindar? Est-ce que vous avez des projets? Eh bien, le projet à la fin du mois, je vais tenir une conférence pour rencontrer des amis internautes ou pas, pour discuter du blog Idéal Guyane. Donc, ça sera sur la partie de l'idéal au rêve. De l'idéal au rêve. Comment peut-on, en tant que Guyanais, avoir un rêve commun pour ce pays? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Chers amis, Merci à ainsi toi. s'achève notre émission. Merci d'être, comme je le disais tout à l'heure, toujours aussi nombreux à nous suivre sur votre chaîne locale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. À très vite dans le ATG Tonight Show. Bye bye.